Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sans titre, une fois de plus enregistré au Centre Pompidou. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir l'artiste et sculpteur Jacques-Victor André. Bonne écoute. Jacques-Victor André, déjà merci beaucoup d'être présent, d'avoir répondu positivement à notre invitation. Donc tu es artiste sculpteur, ta formation passe par l'école des métiers d'art et de Paris. Plus tard, tu enseigneras la sculpture durant plusieurs années à l'École nationale supérieure des arts appliqués et des métiers d'art. Ton œuvre se déploie à travers une double pratique intime et monumentale. Des sculptures prennent place dans l'espace public quand d'autres restent à une échelle domestique plus modeste. Toutes tracent comme un trait d'union entre le corps, la nature et l'architecture. Ces sculptures, souvent en bronze, convoquent une énergie brute à la frontière entre le végétal et le minéral. Ton travail est depuis longtemps exposé partout en Europe et tu es entre autres représenté par la galerie Garnier de la Porte. Est-ce correct de définir comme sculpteur artiste Europe, c'est un grand mot. Bien sûr, ça m'est arrivé d'exposer en Belgique, en Allemagne, en Hollande, en Belgique, oui, essentiellement. Mais c'est plutôt en France que j'expose, bien sûr. Et les galeries, c'est pareil. Bon, il n'y a pas que Garnier de la Porte. C'est celle avec laquelle disons que c'est celle qui fait vraiment un très bon boulot, qui est en province. Sinon, sur Paris, il y a Cyril Guarnieri, Philippe Gelot aussi. Et puis sur l'île, Madame Dubois qui fait un très bon travail aussi. Voilà. Donc je pars au départ. Au départ, voilà, je suis né dans une petite ville de Picardie du Sud, Chauny. En 44, sous les bombardements américains, dans une cave. Et puis voilà, j'ai fait mes études. J'étais dans un internat pendant 8 ans, et d'un seul coup, j'ai décidé d'aller à Paris, tenter ma chance, mais mes parents m'ont donné une chance d'1 an, et donc j'ai fait l'Académie Charpentier pour préparer les concours des arts déco, des grandes écoles. Et comme j'ai réussi du premier coup celle des métiers d'art qui se trouvait dans l'hôtel Salé, là où il y a le musée Picasso actuellement, j'ai donc passé 3 ans dans cette école-là, qui était une très bonne école, diplômée en 67, service militaire 68, et 69, boum, je retrouve la province, parce qu'il y a sur Paris, un atelier, c'était absolument impensable. Et donc, dans mon coin, j'ai réussi à trouver un lieu qui valait 2 fois rien, mais où il fallait tout faire, quoi. Mais c'est une ancienne petite ferme, donc il y avait une grange où je pouvais envisager de faire un atelier dedans. Donc, mais bien c'est évident qu'on peut pas du jour au lendemain se dire artiste, et donc j'ai commencé à travailler chez un architecte. Comme on avait un enseignement assez général au métier d'art, j'ai pu travailler notamment sur les façades ou la décoration intérieure, des choses comme ça. Et puis, je pas très longtemps. Je suis rentré ensuite comme prof de dessin, on appelait ça comme ça à l'époque, dans un collège 900 à Chauny. Ça m'a permis de commencer un petit peu à exposer, à mettre un peu aussi à me tourner vers la commande publique. Mais ce qui a été déterminant pour moi pour vraiment me lancer, c'est que mon épouse était prof dans un lycée, et je me suis lancé comme ça. Et à partir de là, moi, le milieu des galeries, je le connaissais pas. Mon père était tailleur de pierre marbrier, n'avait aucune connaissance dans ce milieu-là. On le connaissait pas, ni lui ni moi, parce que même pendant mes études à Paris, j'allais bien visiter chez Claude Bernard, par exemple, ou de quelques bonnes galeries comme ça. Donc, si vous voulez, moi, comme dans ma famille, mes 3 frères étaient tailleurs de pierre, et qu'ils avaient une entreprise de restauration monuments historiques, c'est évident que je me sentais plus à l'aise dans le milieu de la construction. Et comme dans le Nord-Pas-de-Calais, il y avait un volume de travail gigantesque, j'ai fait comme beaucoup de gens, m'abonner au Moniteur, travaux où on a les résultats des concours, et puis le téléphone, et puis c'est comme ça qu'on prend des rendez-vous à droite à gauche.
Je ralentis un peu parce qu'il y a plein de choses. T'abonner au Moniteur, c'est quoi? Alors c'est vrai que c'est un conseil que j'ai donné à beaucoup de jeunes. C'est un journal où est résumé tous les appels d'offres de concours et les résultats de concours de tout ce qui se construit en France. Et peut-être même ailleurs d'ailleurs. Et ça permet donc, ça permet à toutes les corporations du bâtiment de savoir où il y a du travail. Et notamment pour les artistes, quand une équipe d'architectes avait gagné un concours, le plus dur c'était d'avoir un rendez-vous avec l'agence. Soit c'était le rendez-vous avec l'agence, ou bien avec le directeur des services d'urbanisme d'une ville, là où il y avait eu ce concours. Bon, c'est comme ça que justement j'ai connu pire. Parce qu'à l'époque ton travail il ressemble à quoi en fait? Parce que toi t'as besoin d'avoir un atelier justement à la campagne parce que aussi il prend beaucoup de place, ou c'est vraiment juste une question de loyer? Il ressemble à quoi ton travail? Dans un premier temps, on n'a pas de travail. Dans un premier temps, on a des petites maquettes. Qu'on prend en photo de manière à ce que ça paraisse grand. Et avec ce dossier-là, on va chez les architectes ou chez un directeur d'urbanisme ou autre, un maire, un truc comme ça, et on lui montre ce qu'on n'a jamais fait, mais éventuellement. Donc moi, j'ai fait des petites compositions en terre glaise qui paraissaient grandes. Et ça montre qu'on a quand même quelques idées, qu'on peut se projeter. Et puis, heureusement, on tombe parfois sur un architecte. Moi, c'est ce qui m'est arrivé à Béthune. C'est là que ça a démarré vraiment. Et puis, une fois qu'on a mis le nez dans une agence et que le premier boulot a bien été fait correctement, ça suit. Et puis après, le fait d'avoir travaillé avec un architecte, ça permet d'aller travailler avec un autre, ainsi de suite. Donc, c'est vrai que le plus dur peut-être pour un artiste, c'est au départ, comme on n'a vraiment aucune référence, il faut un peu forcer les choses. Mais il faut quand même montrer quelque chose. Il s'agit quand on rencontre quelqu'un, faut pas simplement lui dire j'ai envie de faire une sculpture en béton, une grande sculpture en béton. Non, il faut lui montrer des maquettes et lui donner la possibilité de choisir dans notre travail, mais un travail d'atelier. Un travail intimiste qui a été fait, mais qui peut devenir monumental par la suite. C'est marrant parce quand on a interviewé Jennifer Kobe il y a quelques mois là, elle aussi, elle avait un gros travail de maquette et finalement, elle avait une espèce de portfolio de maquettes qui était ensuite, et il y en avait certaines qui avaient réussi à aboutir et elle présentait tout son travail de maquette. D'ailleurs, j'ai l'impression que dans ton travail à toi, la relation à la maquette a l'air assez importante. Ah oui, mais ça, je pense que la qualité d'une maquette, c'est qu'elle soit vraiment lisible, compréhensible par l'architecte, mais pas seulement par l'architecte, parce qu'ensuite, là, on est dans le cadre de la commande publique. Il faut ensuite que les commanditaires, et puis ceux qui vont vivre avec cette sculpture monumentale dans une ville, il faut que les gens la comprennent, il faut qu'ils l'acceptent. Donc, moi, dans mon cas, en tous les cas, je n'ai jamais voulu, sauf quand c'était vraiment voulu dès le départ dans un concours, mais ça n'a jamais été une statue sur la place, sur un socle. Ça a toujours été quelque chose par rapport à la fonction des lieux, aux gens qui vivaient dans ce lieu, à ce qu'ils pouvaient en faire, c'est-à-dire à pratiquer carrément la sculpture que je mettais en place dans un lieu public. C'est-à-dire on pouvait s'asseoir dessus, on pouvait monter dessus, on pouvait la toucher, on pouvait passer à travers. Voilà. Et ça a toujours été. À chaque fois que j'ai pu le faire, je l'ai fait. Et pourquoi cette envie de travailler dans ce champ-là? C'est familial, mais c'est aussi une volonté d'être dans des grandes échelles de pièces, le côté pérenne. Qu'est-ce qui t'a poussé vers cette voie-là? Parce qu'on est aussi, j'imagine, dans d'autres histoires, niveau fric, ça doit coûter cher un petit peu aussi. Oui, mais ça, c'est toujours pareil. Dans les débuts, on commence toujours par des petites sculptures. Moi, les premières sculptures que j'ai faites, je les ai faites avec toutes les pierres que l'entreprise familiale jetait.
Hein, je les mettais de côté ou je me débrouillais pour avoir récolté des blocs de pierre. Et c'est vrai que j'ai commencé par des petites commandes publiques du genre une école primaire, parce que bon, moi je travaillais dans le cadre du 1%. Hein, je pense que tout le monde sait comment ça se passe. Oui, hein, c'est la loi Malraux qui fait qu'en France, dans toute construction publique, il y a 1% du budget, de l'apport de l'État dans une commande. Hein, c'est pas la totalité, mais c'est ce que l'État apporte. Et donc au départ, bon, quand on n'a jamais rien fait de grand, on fait une école maternelle, une école primaire, un truc comme ça. J'ai commencé avec des petits trucs de l'équivalent je sais pas quoi, de quelques milliers d'euros, presque rien. Et avec des chutes de pierre. C'est sûr que vous voyez, et petit à petit, voilà. Bon, alors j'ai pas fait que de la pierre. Hein. Après, j'ai fait du cuivre, j'ai fait du métal, mais en m'associant avec d'autres personnes. Hein, mais progressivement, on arrive à progresser dans les niveaux de concours, à aller jusqu'à des niveaux européens, comme je l'ai fait par exemple à Reims, ou pour Lyon. À Reims, c'était dans le cadre du mécénat industriel, c'est l'association Prisme qui passait des commandes, peut-être pas tous les ans, tous les 4 ans, je crois, à des musiciens voilà. Et moi, j'ai remporté le Moulin de la Housse qui se situe à l'entrée du campus universitaire de Reims, devant la faculté des sciences. Et alors là, on passe dans un autre stade, justement, techniquement. C'est-à-dire que je me suis associé avec un ingénieur en structure, quelqu'un de très pointu, avec des étudiantes de ESS de l'université de Reims, qui ont fait toute la partie automatisme de ma sculpture. Parce que c'est vrai que assez rapidement, quand je l'ai pu, selon les budgets, j'aimais bien travailler avec des techniciens, enfin des ingénieurs, et avoir comme ça la participation de tierces personnes. Et c'est vrai que cet exemple de Reims, pour moi, ça a été aussi très important, parce que j'utilisais des matériaux contemporains. Bon, j'ai abandonné un peu la pierre, mais ça, j'en avais un peu marre de travailler la pierre, pour passer à l'acier inox. Et travailler avec une émanation du compagnonnage à Reims, avec qui j'ai fait beaucoup de sculptures, notamment à Béthune, l'Arche de la Communication, qui est aussi une œuvre techniquement extrêmement difficile à réaliser. Bon, là, c'est pas moi, hein. Moi, je fais que la maquette dans ce cas-là, et après, je fais intervenir des compagnons, notamment des serruriers, des chaudronniers, et ainsi de suite. Et voilà. Puis une fois que vous avez gagné un grand concours comme Reims, après vous êtes sollicité pour faire d'autres grands concours comme le Lyon Confluence, où j'étais avec Fabrice Hibert, avec tous les plus grands de l'époque. Moi, le petit gars de Chauny, je vous cache pas que d'être à côté d'Hibert, bon, c'est lui qui l'a gagné, hein, finalement. Mais j'étais en 3e position. C'est quand même voilà, alors ça fait plaisir. Alors ça. Bon, là, on a parlé de tout ce qui était commande publique. Mais je vous cache pas qu'à côté de ces commandes publiques, j'ai, pendant une bonne partie, fait une œuvre d'atelier, une œuvre intimiste, que je ne montrais pas. Parce que, justement, le milieu galerie, je le connaissais pas, je savais pas trop comment m'introduire là-dedans. Et puis après, ça, je l'ai fait à peu près pendant 10 ans, où je faisais que de la sculpture. Et puis après, j'ai senti que c'était quand même pas mal, et puis j'aimais ça, enseigner. Donc par concours, je suis rentré dans l'école l'ENSAMA, ce qui était mon ancienne école, qui est un regroupement des arts appliqués et des métiers d'art, rue Olivier de Serres à Paris. Et en même temps, j'ai enseigné dans une école d'architecture, les arts plastiques. Et il se fait que un de mes étudiants d'archi m'a aidé à mettre le pied à l'étrier dans le système galerie, vous voyez, exposition. C'est un étudiant qui a créé le jardin d'inspiration médiévale de la Notre-Dame d'Orsan, à côté de Bourges, dans le Berry, qui est devenu un exemple mondial, hein, de réalisation de jardin. Et j'ai fait vraiment ma première exposition chez lui. Et à partir de là, ça m'a donné effectivement la possibilité, puis la volonté de rentrer un petit peu justement dans ce milieu-là. Et c'est vrai que après, notamment la galerie de Sancerre dont on a parlé tout à l'heure, c'est des gens qui m'avaient vu bien des années auparavant à Orsan, dans ce jardin-là, qui m'ont redécouvert au Grand Palais à Paris.
Et à partir de là, ils m'ont pris chez eux. Vous voyez, et c'est un architecte qui avait créé cette galerie, mais un type extrêmement sérieux avec sa femme, qui a lancé cette galerie en province. C'était une vraie gageure. Et il exposait essentiellement des peintres. J'ai été un des tout premiers sculpteurs à aller chez lui, et j'étais le premier à exposer des bronzes. Et il m'a dit, bon, on va essayer. Et on n'y croyait absolument pas. Et puis, ça a super bien marché. Ouais, c'est une galerie qui vraiment m'a fait connaître, parce que et pourtant c'est Chavignols, hein, c'est même pas Sancerre, c'est un petit village qui est en dessous de voilà. Et puis après, à partir de là, quand on va rencontrer des galeries, c'est beaucoup plus facile quand on a au moins une galerie sérieuse, hein, comme exemple. Alors après, ça sert à rien d'avoir 36 galeries, hein, faut essayer de les choisir, hein, en fonction de, parce que là, juste une galerie, si vous voulez, il y a des gens qui vous réclament parce qu'ils savent que vous avez bien vendu, par exemple, à Chavignols, c'est vrai, et tout le monde vous veut après. Mais après, c'est là que ça devient difficile pour un artiste, c'est que ces galeries-là, en fait, il faut faire très très attention. Eux, ce qu'elles veulent, c'est vendre. Donc, à un moment donné, vous vous laissez avoir, c'est-à-dire que vous allez mettre des pièces chez eux, mais comme ils n'ont rien vendu, ils vous disent la porte, elle est là. Hein, et ça c'est un truc que je ne supporte pas. Vous voyez, mais je me suis fait avoir comme ça 2-3 fois, et notamment à Paris une fois. De galeries qui soutiennent pas, aussi quand ça marche qui moins, font quoi. pas un vrai travail. Ils font pas le boulot. Voilà. Et des galeries qui font un vrai boulot, moi maintenant j'en ai 3. J'en ai une à Lille, j'en ai une même 2 à Paris, et celle de Sancerre. Et là, c'est-à-dire que c'est des gens, maintenant, ça fait 10 ans que je suis chez eux, vous voyez. Et ça, je pense que pour le problème des artistes, c'est qu'effectivement, on est tellement content de rentrer dans une galerie qu'on est prêt à accepter n'importe quoi. Mais avant d'y rentrer, bon, moi, j'ai un exemple. Là, j'étais il y a 2-3 jours à Tours, dans le Vendômois Tours, où je vais exposer à Vendôme, là, dans un an. Il y avait une autre galerie, et quand j'ai vu ce qu'ils présentaient, et par exemple, bon, si vous voyez qu'une galerie, dans la galerie, il y a un Bouddha, il y a 2 sculptures genre de 1900, et puis un animal quelconque, parce que les animaux, ça se vend bien dans les galeries. Vous voyez, c'est pas mon type de galerie. Bon, là, j'ai dit niet tout de suite. Hein, mais c'est vrai qu'il y a des jeunes, puis pas forcément des jeunes, même des vieux. On est tellement content de rentrer dans une galerie, c'est tellement difficile que parfois, on se laisse prendre, quoi. C'est-à-dire que les artistes ont faim, ils ont besoin de reconnaissance, ils courent derrière un petit peu de reconnaissance et d'argent. Oui, ouais, bien sûr. C'est ce que je disais quand je disais ils ont faim. C'était vraiment. Oui. Mais justement, du coup, effectivement, ils sont prêts parfois à postuler dans des galeries qui leur correspondent pas vraiment, qui sont. Après, ça dépend ce qu'on fait. Hein, c'est toujours pareil. Bon. C'est évident que si on fait, par exemple, si on est dans le style figuratif, qu'on fait des animaux, il n'y a pas de problème. Il y a des milliers de galeries qui peuvent vous prendre. Dès que vous faites quelque chose qui est intellectuellement parlant, un peu plus difficile d'accès, où ça nécessite un peu de culture, vous voyez, ça devient beaucoup plus difficile. Et d'ailleurs, les galeries. Ils se trompent pas, hein, et si jamais moi on me l'a déjà dit, hein, votre truc il me fait pas rire, ça nous intéresse pas. C'est vrai qu'il y a beaucoup de galeries, ils veulent quelque chose de plaisant, quoi, qui va séduire. Bon, moi, c'est pas trop mon truc. Bon, moi pour en revenir à mon travail de galeriste, de galerie, je veux dire. Ce que je présente, en fait, c'est un travail sur lequel j'avais travaillé pendant de nombreuses années, que je l'avais jamais montré. C'est qu'au point de départ, moi, je voulais être aussi architecte. Et donc, ce qui m'avait beaucoup intéressé, suite à des voyages, c'est notamment les architectures de jardin. Et par exemple, l'exemple des folies de la Villette, pour moi, c'était vraiment, j'aurais aimé les faire, ces folies, vous voyez. Et donc, moi, je me suis lancé, c'est ça que je voulais faire. Alors c'est évident que quand vous faites des choses comme ça, c'est-à-dire que je travaille sur les thèmes de la grotte, du nymphée, voyez, de la fontaine, ou des jeux sculptés de jardin, ou d'architecture sculpture de jardin.
Bon, bah, c'est un certain type de galerie qui sera intéressé. C'est pas du tout les galeries commerciales. Voilà. C'est complet. On a traversé plein de. Il faut faire une relance. Je sais pas quoi faire. Vas-y. Non, bah alors. Non, je veux dire, ton équilibre financier. Moi, j'aimerais bien repartir à grande ligne au début, justement. C'est-à-dire quand avant d'avoir. Parce que j'ai bien compris ce que tu disais, c'est-à-dire il y a des premiers succès, enfin il y a un portfolio qui se monte, puis il y a des premiers succès, par exemple sur les concours des 1%, etc. Puis après ça engendre, etc. Quand tu es dans cette phase-là, encore en démarchage un peu pour avoir un premier contrat, un premier concours, etc. Ton équilibre financier à ce moment-là, il est comment, etc. Comment t'es prof à ce moment-là en même temps Alors, pendant une dizaine d'années, je n'ai fait que ça. Mais j'avais quand même mon épouse qui amenait un peu le blé à la maison. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent là aussi, c'est-à-dire que bien sûr il faut rencontrer ce premier succès, mais peut-être qu'il intervient pas dans les 6 mois qui arrivent, peut-être pas non plus dans les 3 ans qui arrivent, et donc il y a tout un jeu comme ça de marathon qui se met en place entre créer, c'est pas tant le souci pour soi, mais comment on fait pour tenir, pour trouver le moment où il va y avoir un premier déclencheur et puis après, effectivement, ça pourra. Alors effectivement, au début, on gagne pratiquement rien. Hein. Moi, d'ailleurs, du fait que j'avais une petite sécurité avec mon épouse qui travaillait, moi, je faisais un maximum. C'est-à-dire que je cherchais pas à faire du bénéfice. Hein, et après, au fur et à mesure que ça avance, effectivement, on a des budgets plus importants, mais j'ai toujours essayé d'être à la limite. Et de toute façon, ça sert à rien d'accumuler du pognon, de vouloir absolument faire du bénéfice, puisque les impôts, ils vous tirent tout. Ils vous prennent 30-40%. Après, c'est l'URSSAF, qui fait que moi, quand j'ai compris ça, tout ce que je gagne, j'essaie de le réintroduire dans mon travail et dans l'investissement sur des pièces. Et c'est comme ça que progressivement, parce que le bronze, je suis pas venu. J'ai dû attendre, je sais pas, au moins 15 ans, 20 ans avant de faire mon premier bronze. Hein. Et à chaque fois que je faisais une affaire et qu'il me restait que je voyais que j'allais avoir de l'argent, immédiatement, je le réinvestissais en faisant un bronze ou en achetant de la matière première. Ouais. Et alors, c'est un choix de vie aussi, c'est toujours pareil. Si vous voulez une belle bagnole, si vous voulez... Non, mais c'est vrai. Il y a des tas d'artistes dès qu'ils ont 4 sous, ils vont vouloir vivre un petit peu au-dessus voilà. Moi, j'ai toujours essayé d'être à la limite et toujours de réinvestir, d'investir ce que j'avais en trop. Et même jusqu'à présent, parce que c'est vrai, moi, je me cache pas que, dans la commande publique, il y a eu un moment donné où vraiment je cartonnais. C'était vraiment, ça marchait vraiment très fort. Et notamment dans le Nord-Pas-de-Calais, parce que il y avait pas mal de boulot, quoi. Et qu'est-ce que je veux dire? Et puis maintenant, moi j'ai abandonné la commande publique, j'ai arrêté. Ça fait à peu près 10 ans que j'ai arrêté. Parce que c'est devenu trop compliqué. Puis il y a un moment donné, moi j'ai un certain âge aussi, et il y a un moment, moi j'ai vu aussi toute la progression. C'est-à-dire que quand je suis sorti de l'école, c'était relativement facile de rencontrer des gens dans les villes et ainsi de suite, de monter des dossiers. Et progressivement, les dossiers sont devenus. En fait, on a le même dossier qu'une entreprise de 1000 ouvriers qui fait un gros chantier. On a le même dossier qu'elle. Hein, et si on fait une erreur dans ce dossier, qu'on oublie une ligne, qu'on fait un moindre petit truc, on passe pas, on regarde même pas votre dossier photo ou tout le machin. Vous êtes écarté immédiatement. Et donc, il y a eu un moment donné, ça, je l'ai abandonné, ce système-là. C'est vraiment trop. Et en plus de ça, après, on vous demande votre chiffre d'affaires. Vous voyez, alors tout ça, c'est extrêmement contraignant. Et ça, je pense, alors là, faudrait que je me renseigne, mais je pense qu'effectivement, actuellement, pour des jeunes artistes, ça doit être très difficile. Et ils sont obligés de s'associer avec d'autres personnes pour arriver à constituer un chiffre d'affaires suffisant pour pouvoir faire des concours d'un certain niveau. Vous voyez, mais
Alors, il y a En toujours... fait, le chiffre d'affaires donne une sorte de palier d'accès, quoi. Oui, c'est un ticket d'entrée sur certains concours. D'accord. Absolument. Oui. Et les références aussi, bien sûr. Ok. Et c'est la quadrature du cercle. C'est ça qui est terrible. C'est quand on... Mais, et là je donne de l'espoir à tous les petits jeunes, c'est qu'en fait, il y a toujours, alors il faut être un peu à l'affût, mais il y a toujours des passages où on vous demande pas forcément les références. Un interstice. Il y a toujours soit un architecte, soit je sais pas quoi, il y a un maître d'ouvrage qui va donner des chances comme ça. Et alors là, il faut être au courant. Donc il faut fureter à droite à gauche pour trouver ces filatures-là. Ouais. J'ai une question à poser. J'espère que ça va nous amener dans un autre chapitre, mais j'ai une question à poser un peu prod, puisque c'est un peu la première fois qu'on a quelqu'un qui fait des bronzes. Oui. J'aimerais avoir une réponse un peu concrète sur comment ça se passe. Comment tu fais tes bronzes? Oui. Ah bah ça c'est bon. Alors faut savoir que le bronze, il y a des millénaires, on faisait déjà du bronze. Oui, mais est-ce que tout le processus se passe chez toi? Alors non. J'ai voulu le faire justement. C'est vrai qu'on peut le faire chez soi. Il faut savoir qu'au Mali, par exemple, et les gars ils façonnent avec de la résine qui coule des arbres. Ils vont faire une petite sculpture. Ils vont faire un moule avec de l'argile et de l'eau pour faire le moule de cette résine. Ils font un feu. Ils mettent la boule d'argile dans laquelle il y a la résine. La résine va s'écouler par la chaleur, et donc dans cette boule de terre cuite, il y a un vide, et c'est dans ce vide qu'on coule le bronze. Après, on casse le moule en argile et on découvre le bronze. Et après, il y a un petit travail de finition. C'est pratiquement la même chose ici en France, dans des fonderies. Ça n'a pas tellement changé. C'est-à-dire que l'artiste, il va faire un modèle. Alors, soit le plus classique, c'est de démarrer avec la terre glaise. Mais la terre glaise, c'est quelque chose qui n'est pas périn. Il faut passer de la terre au plâtre. Vous devez connaître les plâtres de Rodin. Voilà. Parce que le plâtre, ça va être plus costaud. On va pouvoir le conserver dans un atelier. Et à partir du plâtre, sur ce plâtre-là, on va faire une prise d'empreinte avec du silicone élastomère pour pouvoir prendre l'empreinte de l'ensemble de la sculpture. Alors, c'est relativement compliqué parce que si c'est, par exemple, une bouteille qu'on a sculptée, c'est facile. On va pouvoir séparer ça en deux parties. Mais quand on a une sculpture assez complexe dans l'espace, là, il faut faire de multiples pièces en silicone. Et une fois que les silicones le silicone, c'est comme un caoutchouc. Une fois que ce caoutchouc est pris, pour qu'il se tienne, on fait une chape autour du silicone pour pouvoir ensuite, quand on ouvre ce moule, on va pouvoir déposer les chapes en plâtre et ensuite mettre dans ces chapes les différentes parties de silicone qui vont être tenues dans cette chape en plâtre. Et ces chapes en plâtre, on les referme. Il n'y a rien dedans parce qu'on a retiré la terre glaise, naturellement. Et donc, on a un moule creux qui est donc avec une chape, le silicone qui prend l'empreinte de la peau de la sculpture et un vide. Dans ce vide, on va couler de la cire chaude et au renversé, selon la taille de la sculpture, au renversé, on va essayer de faire une pellicule de cire d'environ 3-4 mm qui va être l'épaisseur du bronze. Et une fois qu'on a fait ça, on a encore un creux et on coule dans ce creux, c'est on appelle ça le noyau. On coule un plâtre réfractaire. Donc on a un petit interstice de 4 mm partout sur toute la surface de la sculpture. Ce moule, on le met dans une étuve. La cire, par la chaleur, elle va s'écouler complètement du moule et on aura un vide. Oui. Et dans ce vide, ensuite, on coule le bronze. Quand le bronze est refroidi, on ouvre le moule et on découvre un bronze brut. Ce bronze brut, il va falloir le ciseler. Il y a tout un travail de ciselure qui est vraiment assez complexe où, normalement, il vaut mieux que l'artiste soit là parce qu'il peut y avoir des petits manques, il peut y avoir des petits trous, il peut y avoir une fissure, et ainsi de suite. Et ça, il faut que l'artiste soit là. Je ne vous cache pas que tous les artistes ne viennent pas. Moi, personnellement, en tous les cas, je suis présent. J'y étais encore il y a quelques jours. Il faut être présent pour la ciselure. Et une fois que la ciselure est validée, on passe à la patine. Et la patine, c'est ce qui va donner la couleur.
Hein. La couleur, on peut mettre toutes les couleurs que l'on veut sur un bronze. Ça dépend s'il va à l'extérieur ou à l'intérieur. À l'extérieur, on aura toujours des couleurs classiques qui sont faites en général à partir d'acide, de morsures d'acide qui vont créer un vert de gris. Ça, c'est le plus commun. Hein, ou bien après dans des marrons. Mais si on veut des couleurs, et ça, c'est mon cas. C'est la particularité de mes bronzes, c'est que je travaille toujours avec 2 couleurs sur mes bronzes. C'est-à-dire que j'ai toujours un fond et je vais avoir des parties qui vont être colorées. Mais ce type de bronze nécessite de rester à l'intérieur. On ne peut pas les mettre à l'extérieur. Et toi, en fait, du coup, toi, tu fais ta forme en terre oui. ou en plâtre. Oui, je fais l'original. Tu fais l'original et tu leur envoies. Alors, je fais l'original. Il se fait que je sais faire des moules. Okay. Hein, et puis, j'ai enseigné justement à l'école d'Olivier de Serres à Paris. J'ai enseigné la sculpture pendant 16 ans. Où j'apprenais justement, je leur faisais avant tout créer des sculptures, mais il y avait des gens avec moi qui étaient des mouleurs professionnels, donc et puis j'avais quand même appris dans mon école et je sais faire mes moules. Et c'est un gain, et pour moi c'est énorme parce qu'il faut savoir que quand une sculpture en bronze, la prise d'empreinte, l'élastomère, la réalisation du moule, c'est pratiquement le tiers du coût d'un bronze. Donc, si vous voulez, moi, c'est toujours pareil. J'arrive à faire certains bronzes d'une certaine taille parce que je fais moi-même mon moule. Vous voyez, ça, c'est important. Parce qu'effectivement, il y a des gens qui se disent « Ah putain, il a du pognon, celui-là. » Mais non, moi, je gagne 30% en faisant moi-même. Et même, je vais jusqu'à faire la cire. Et j'amène la cire au fondeur. C'est... Voilà, mais ça dépend de la taille. Et c'est un rapport, le rapport avec le fondeur, est-ce qu'on peut le... moi, par exemple, moi, j'ai un tireur. T'as des problèmes avec les imprimeurs. Moi, j'ai des problèmes avec les imprimeurs. Non, mais j'ai mon imprimeur avec qui j'ai une relation de longue date et j'ai l'impression que je pourrais pas changer d'imprimeur, quoi. C'est hyper important pour moi que ce soit cet imprimeur-là. Est-ce que c'est le cas aussi avec les fondeurs? Bien sûr. Moi, j'ai travaillé avec au moins 4-5 fonderies différentes. Bon, j'ai démarré avec celle de Saint-Rémy-de-Chevreuse. C'est une émanation du compagnonnage. C'est le top mondial de la fonderie. C'est celle qui fait tous les rodins, les bordels, tout ça. Mais moi, quand je les ai connus, ils démarraient. Hein, et il se fait que je suis allé chez eux parce que mon frère avait fait le compagnonnage. C'était un ami du créateur de cette fonderie, Jean Bernard. Et progressivement, c'est devenu une fonderie inabordable parce que vraiment trop cher. Et il se fait que... Alors après, j'ai essayé Chapon, enfin des Rossini, enfin différentes fonderies autour de Paris. Et il y a un gars qui avait un poste important chez Michelin à Clermont-Ferrand, qui en a eu ras-le-bol, qui a laissé tomber son job. Il a fait un stage ouvrier à Coubertin, à Saint-Rémy-de-Chevreuse. Et ce gars-là a fondé sa fonderie dans un village, un tout petit village de rien du tout, à Charbonnières-les-Vieilles, à côté de Rion, là près de Clermont-Ferrand. Ils étaient 2 au départ. C'est un mec fantastique, David de Courcuf, et qui a maintenant entre 40 et 50 personnes. Et je crois que ça doit être même la plus grosse fonderie de France. Et ce type-là, moi, je l'ai connu dès le début. Et c'est évident que ce type-là, c'est comme quelqu'un de ma famille. Moi, quand je vais là-bas, et c'est vrai qu'il faut être en totale confiance. Alors, et là où c'est extrêmement difficile, c'est la finition d'un bronze, c'est-à-dire c'est la ciselure et surtout la patine. Et là, la patine, c'est la dernière couleur, c'est le dernier aspect. Et je vous cache pas que même après plus de 20 ans avec eux, à chaque fois, c'est l'angoisse. Ah ouais? Ah oui, oui. C'est toujours une naissance extrêmement difficile. Vous savez, parce que le patineur, on aimerait tenir les pinceaux à sa place, hein, parce que c'est fait avec des pinceaux. Et il faut vraiment que le patineur, il sache jusqu'où on peut aller dans la couleur. C'est toujours pareil. Dans la couleur, il y a des caps qu'il faut pas dépasser, parce que sinon on tombe dans ce qu'on appelle le décoratif, le trop, voilà, le trop, quoi. Et donc, voilà, il faut vraiment être en confiance totale. Mais malgré ça, il y a toujours un aspect surprise un peu. Il y a des fois, on veut un bleu comme ça. Finalement, à un moment donné, le patineur, il va trouver un bleu-gris qui va vous satisfaire encore plus. Et on lui dit, top, c'est ça que je veux. Oui, mais il faut être là. Voilà.
Aujourd'hui, est-ce que tu as un logement à Paris? Ouais, alors bon, bah moi là, moi je vous cache pas que j'ai démarré dans une petite ferme là que j'ai dû payer. C'était l'équivalent d'une 2 chevaux à l'époque. Bon, vraiment la petite ferme picarde avec la grange, l'étable, l'écurie, les cochons, tout ça, mais vraiment dans un état de ruine. Bon, bah j'ai fait comme tout le monde à cette époque-là. Hein, c'était en 60, j'ai acheté ça en 74. Et bon, j'ai passé beaucoup de temps effectivement à bosser là-dedans. Petit à petit, sur pareil, comme je disais tout à l'heure, il y a des choix à faire dans la vie. Hein. Toujours pareil. Et après, à partir du moment où j'ai enseigné, j'avais une paye qui tombait. Et je me suis dit, immédiatement, je me fous un crédit sur le dos. Et c'est comme ça que j'ai acheté un petit truc de rue Oberkampf à Paris, mais un petit truc de rien du tout, hein, 14 mètres carrés. Mais comme il y avait des comptes, j'ai réussi à acheter les comptes pour 2 fois rien. J'ai tout cassé. Et puis voilà. Puis après, j'ai fait boule de neige, vous voyez. Et puis maintenant, oui, j'ai un pied-à-terre sérieux à Paris. Et je pense que voilà, tout est possible. Après, je pense que tout est une question de choix. Parce que dès qu'on gagne un petit peu de pognon, effectivement, on serait tenté d'acheter des choses. Moi, il s'est fait que j'avais l'instinct de toujours d'être attiré par la construction, la rénovation et ainsi de suite. Et ça m'a aidé effectivement comme ça à vivre correctement, quoi. Mais est-ce que tu penses que le fait d'être parisien, ça a aidé ta pratique artistique? Non. Ce qui comptait pour moi, moi je suis à Caillouel-Crépinier, un petit village de 240 habitants. Hein. Il faut bouger. Hein. Je vous cache pas. Ça fait maintenant 60 ans hein, que je bosse. Hein. Des gens qui sont venus dans mon atelier, je pense pas qu'il y en ait 5. Vous voyez ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on prend pas sa bagnole pour aller voir les autres à droite à gauche, on n'a pas de boulot. Il faut sans arrêt bouger. Je vous cache pas que dans mes années où je bossais, c'était 40 à 45 000 kilomètres par an. Vous voyez, et ça. Alors c'est vrai que c'est pas évident. Il y a des gens qui refusent absolument d'aller, comme ils disent, d'aller se vendre, d'aller amener son dossier, son book et ainsi de suite. Vous voyez, alors effectivement, on va montrer son book à 3-4 personnes dans une journée. Il y en a qu'un qui va marcher, et parfois il y en a aucun qui marche, qui va vous prendre. Mais je pense que voilà, si vraiment on a envie d'en faire son métier, et que bien sûr qu'on a quelque chose à dire, qu'on a des idées, je pense qu'on doit pouvoir y arriver. Hein. Moi j'ai vu le cas j'ai des cas quand même d'étudiants qui s'en sortent. Hein. Ça reste une minorité. Hein. Beaucoup de gens que j'ai formé, moi, des tas de gens, hein. Des centaines de gens, bien sûr. Mais en fait, beaucoup de gens, ont fait des écoles d'art et finalement étaient pas tellement motivés. Et parce qu'il faut être hyper motivé. Et alors après, ils obligent vers je sais pas quoi, vers des tas de choses. Ça veut dire quoi, motivé? Ça veut dire il faut vouloir dire quelque chose. Enfin, faut vouloir montrer ce qu'on est, ce qu'on a en soi, ce qu'on a. Je sais pas. Faut vouloir un peu avoir la volonté de laisser une trace, quoi. C'est. Est-ce que tu penses que ça se manifeste aussi dans leur capacité ou non à accepter des situations qui sont très difficiles? Oui, ça, je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui supportent pas la précarité. Bon, et puis peut-être que je dois dire par rapport à l'éducation, par rapport à la société, j'ai pu voir toute l'évolution sur 60 ans. Moi, je vous cache pas qu'à Paris, j'ai dormi sur un matelas pneumatique. Hein. Et mon premier logement, mes parents l'ont jamais vu. Hein, c'était rue de la Croix-Niver. J'étais avec 4 copains de régiment de mon frère qui revenaient d'Afrique. C'était comme les gars qui arrivent d'Afrique et de partout. Il y avait un lit dans le et on avait droit au lit une semaine chacun à son tour. Et on tournait comme ça. Et quand je suis parti, moi, mon premier matelas, je l'ai mis sur le trottoir. Et voilà. Mes parents, heureusement, sont jamais venus voir où j'étais.
Bon, après, progressivement, ça s'est arrangé, mais j'ai logé aussi dans un parce que ça me faisait tellement plaisir. J'ai logé dans la cité d'atelier où il y avait Germaine Ricci à Paris, avenue de Châtillon, et là c'est pareil, je dormais sur un matelas pneumatique avec un chiotte à la turque et c'était chaque soir c'était la boîte de conserve qu'on chauffait sur le petit bleuet. Vous voyez, c'est ça, moi j'ai quand même connu beaucoup d'étudiants, notamment en archi, et maintenant, s'il n'y a pas une douche, s'il n'y a pas une petite cuisine, s'il n'y a pas, oui, il y a quand même ça a vachement changé, hein. Alors, je pense que pour beaucoup, ça doit être difficile, effectivement, de se lancer véritablement dans une profession artistique. Parce que, voilà. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Non, mais c'est marrant. J'ai changé avec ma femme qui est artiste aussi. Et justement, elle me partageait peut-être une petite... sûrement que ça partira au montage, ça, mais elle me partageait une petite colère qu'elle avait contre l'art. Oui. En disant, zut, on se donne, on bosse comme des fous. Et on est dans une précarité qui est quand même qui est trop grande pour ce qu'on est, oui. pour ce qu'on fournit, quoi. Alors, mais cette précarité, je vous cache pas non plus que il y a des moments. Bon, moi, j'ai fait de la sculpture dans les parcs de jeux. Hein, il y a des moments, on fait un peu, mais ça restait de la sculpture quand même. Hein. Mais pour faire du blé, on a toujours des copains qui vous mettent sur un coup, ou bien c'est moi ou c'est eux. Mais effectivement, on gagnait du pognon. Sur les premiers parcs de jeux, hein, ou alors on va faire de la commande publique où il y a aucune création. Moi, j'ai fait une statue de Saint-Vincent de Paul, j'ai fait, oui, il y a des trucs comme ça. Et souvent, c'est là qu'on gagne du pognon d'ailleurs. Ce pognon, après, il sert effectivement à faire autre chose. Hein, mais ouais, non, mais c'est vachement difficile. Mais moi, j'ai quand même autour de moi, j'ai embauché des jeunes qui sortaient de l'école des métiers d'art, bon pas beaucoup, hein, mais qui s'en sont sortis. Alors, ils font pas uniquement de la sculpture. Ça, c'est vrai que certains enseignent en même temps, d'autres vont travailler. Par exemple, j'en connais 2, un sur l'île, un autre sur 3, qui travaillent dans le milieu du théâtre, dans le décor de théâtre. Alors c'est pas grand chose, c'est souvent des associations, mais ils gagnent quand même un peu de blé, ils s'en sortent aussi comme ça, quoi. Oui, non, moi j'avais une question justement qui est pas très éloignée, c'est-à-dire comment t'as arbitré un peu ton ambition ou ton écriture artistique entre des boulots des fois justement de commande, un peu ce que tu disais, des boulots pour bouffer, et puis toi, ton écriture, ta façon à toi de faire œuvre. Comment t'as négocié entre, est-ce que c'est déjà 2 catégories si distinctes que ça? Est-ce que c'est plus entremêlé? Bref, comment tu C'est vrai parles que de ça? le monumental, c'est peut-être là où on fait des concessions peut-être plus souvent. Ça m'est arrivé, bien sûr, comme tout le monde, je crois. Mais parallèlement, j'avais ce travail intimiste d'atelier. Alors, dans un premier temps, dans les tout premiers temps, on n'a pas de sujet. On ne sait pas où aller. Hein. C'est rare. Ce que j'ai fait, j'ai travaillé tout simplement à partir de mon corps. C'est-à-dire que ma main, mon pied, ma jambe est devenu mon modèle. Mais il était hors de question de faire de l'hyperréalisme. Et de faire une photographie de mon corps, c'était pas mon sujet. Mon sujet, c'était de réinterpréter le corps, et notamment avec une technique qui était pas la terre glaise, bien que j'en ai fait en terre glaise, mais avec de la cire. Mais c'était une manière de construire la sculpture avec des barrettes de cire ou des pots de cire, qui était vraiment une technique très originelle à l'époque. Et alors ça m'a pris à peut-être 2 ans, 3 ans, un truc comme ça. Et assez vite, pour en revenir à ce que je vous disais tout à l'heure, puisque j'avais envie d'être architecte, l'architecture de jardin m'intéressait énormément. Parce qu'en fait, c'est une architecture sculpture ou sculpture-architecture. Hein. Et donc, j'ai travaillé là-dessus. J'ai fait des maquettes en plâtre. Je les ai tirées en bronze peut-être 10, 15, 20 ans après. Vous voyez. Et c'est vrai qu'il y a eu un certain retard entre ce travail d'atelier que je montrais jamais,
que j'ai montré pour la première fois grâce à un de mes étudiants, mais il y a pas si longtemps, c'était en 2010, je crois, et qui m'a permis là de rentrer dans le milieu galerie. Et là, heureusement, dans le milieu galerie, il y a des gens, et notamment celui de Chavignol. C'était un architecte qui avait créé cette galerie. Il a très bien compris mon travail, et je vous cache pas qu'effectivement, il y a beaucoup d'architectes, t'en connais un, qui m'a acheté des pièces sur ce type de travail, donc sur un peu, c'est-à-dire des architectures de jardin. Hein, le nymphée, alors c'est effectivement des sujets assez classiques. Hein, le nymphée, c'était l'architecture sculpture qui protégeait la source. Quand on voulait construire une villa quelque part, on partait toujours d'une source, fallait la protéger, on construisait quelque chose autour pour la protéger. Et puis après, il y a les sculptures architecture qui étaient des éléments un petit peu pour égayer un parcours dans un parc, hein, notamment, je sais pas si vous en Italie, je sais pas si vous avez été en Italie, en Toscane, à Boboli, à Bomarzo et tout ça. On a ces exemples-là. Et donc ça, si vous voulez, moi je les ai créés effectivement suite à la main. Là, je suis passé donc à ces architectures sculptures, et ça, je l'ai pas lâché jusqu'à présent. Et dans le micro. Oui, oui. Et alors là, depuis presque 2 ans, je suis en train d'obliquer, parce que je pense que je suis allé après un peu au bout. Et maintenant, je travaille, je sais pas que je veuille être à la mode, mais je travaille avec du carton. Bon, Picasso travaillait avec du carton, hein. J'ai rien inventé, hein. Sur la chèvre de Picasso, il y en a. Mais c'est vrai que c'est un matériau qui pour moi, n'est pas pauvre du tout. Parce que il est structuré d'une certaine manière par ses ondulations. Et ces ondulations, quand on les traite verticalement, ça devient une colonne corinthienne avec ses cannelures. Et c'est ce qui donne une majesté à votre travail. Hein, c'est ce rythme, voilà, et ça, en ce moment, c'est un truc sur lequel je fonce complètement. Et qui ça fait à peu près 1 an et demi. Là, j'étais il y a encore 1 semaine à la fonderie. Et là, je pense que, il y a vraiment une direction. Alors ça reste aussi une forme d'architecture sculpture, parce qu'on est dans le domaine un peu de la colonne déstructurée, de la colonne triturée, cassée, avec laquelle on joue, et progressivement. D'ailleurs, là, dans la dernière pièce que j'ai faite, maintenant j'ai des pièces qui s'articulent, qui sont mobiles et qui permettent une possibilité pour moi, mais aussi pour celui qui un jour l'acquérera, de modifier la sculpture. Vous voyez, voilà. Et ça c'est quelque chose aussi qui me tient très à cœur, de donner la possibilité aux gens de faire leur propre composition. Où est-ce que tu trouves, est-ce que il est important pour toi d'avoir un regard extérieur sur ton travail? Et si oui, où est-ce que tu le trouves? Alors, le regard extérieur, c'est quand effectivement, quand je discute avec des architectes ou quelques amis. Après, est-ce que l'influence l'influence de l'art, moi, dans la statuaire, il y a effectivement des gens comme Ipoustegui, moi, je sais pas si vous connaissez Ipoustegui. Bon, quand j'étais étudiant, c'était un type il exposait chez Claude Bernard. C'était malheureusement, c'est ça qui est terrible, c'est qu'on l'a oublié, hein, à part vraiment des gens, des amateurs. Dans la sculpture, oui, des gens comme Serra ou des. Je parle pas forcément d'influence, d'artistes influence. Oui. Je pense plutôt, est-ce qu'il y a des gens qui peuvent te donner leur avis sur ton travail, et toi tu te dirais, arrête, t'as raison. Oui. Je vais changer ça, t'as raison. C'est ce regard-là que je. Si. Alors moi j'ai la chance, parce que quand j'étais étudiant, depuis que je suis étudiant, j'ai toujours eu des amis parmi des jeunes architectes, des peintres, hein, des écrivains, des journalistes. Qui effectivement, j'ai leur regard. Hein, j'ai le regard de gens qui ont écrit sur mon travail. Et puis, effectivement, j'écoute des amis, notamment surtout architectes, qui me donnent leur avis.
Mais je crois pas que ça me fasse changer. Mais je suis content effectivement de l'avoir. Mais c'est non, je pense pas que je me laisse. Ah non, mais genre, mais je suis content d'avoir des amis. Hein. En fait, j'en ai pas souvent, hein, parce que moi, je vous cache pas non plus que je vis à la campagne. Bon, je viens régulièrement à Paris voir des pièces de théâtre. Hier soir, j'ai vu Pina Bausch au théâtre de la Ville. Alors, je pense que j'ai une vie culturelle qui est quand même assez riche, mais je rencontre en fait très 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 peu de gens, et notamment là où j'ai mon atelier, je rencontre strictement personne. Hein, c'est comme je vous ai dit tout à l'heure, il n'y a pas 5 personnes qui sont venues dans mon atelier. Hein, c'est donc. Oui, en tout cas, c'est pas un regard que tu as pendant l'élaboration du travail. Non, pendant que je travaille, moi, je suis vraiment seul. Alors, c'est vrai que là, c'est difficile. Hein, et je vous cache pas, maintenant, pour en revenir comment je travaille, mon rythme de travail, ben parfois, je n'avais rien foutre pendant 6 mois. Oui. Je me mets au travail. Je sais pas comment ça se passe. C'est-à-dire que je rentre dans mon atelier. Est-ce que c'est la lumière? Est-ce que après c'est physiquement que je me sens bien, et ainsi de suite. Les choses arrivent comme ça naturellement. Mais jamais je n'irai à 8h du matin tous les jours mettre le petit poste de radio et démarrer mon travail. Ça a pas du tout toujours être le cas, parce que j'imagine que quand justement t'as un boulot qui notamment avec les commandes publiques, avec les 1%, etc. Là, j'imagine que t'as pas tellement le loisir de dire, j'attends que l'inspiration me tombe dessus et puis on verra bien. Non, là, je peux te dire que je ne dors plus, hein, parce que je suis quelqu'un je suis très anxieux. Et non, à part quand j'ai des grosses commandes, là, c'est nuit et jour. Et là, il y a un protocole dans ces phases de boulot-là, enfin, en tout cas, une méthodo. À partir du moment où on a, il y a une maquette qui a été acceptée. Hein, après, moi, dans mes grandes commandes, la plupart du temps, il y avait un ingénieur qui validait le travail, qui le mettait sur son ordinateur pour calculer les vents à 150, ce que j'ai eu plusieurs fois avec les tempêtes qu'il y a eu dans les années 2000-2010 là. Donc effectivement, il faut. Et par exemple à Reims, j'ai fait un balancier, hein, qui tournait, je sais plus combien de tours minutes, en fonction de mouvements sur le campus, sur l'axe majeur du campus. Et ce balancier, le Veritas m'en a amputé de quelques mètres. Et là, j'en ai été malade, vous voyez. Et avec mon ingénieur, on n'a pas réussi. Et ça, c'est une des plus. Ça a été terrible pour moi. Alors, c'est vrai que quand vous avez des objections comme ça d'autres, c'est terrible. Parce qu'il y a des luttes qui se font pour arriver à faire passer les choses. Et après, alors, la réalisation. Par exemple, à Boulogne-sur-Mer, j'ai fait une fontaine. C'était l'une des 100 commandes de Jacques Lang. J'avais gagné celle du Nord-Pas-de-Calais. J'ai fait, mais la totalité, c'est-à-dire les fondations, couler le béton, bassin de 25 mètres de diamètre, j'avais jamais fait. J'ai tout fait avec un ancien élève des métiers d'art et puis Pierre Bourquin, un sculpteur de Boulogne-sur-Mer. Et qu'est-ce que je veux dire, là, on travaillait sous la flotte. C'était horrible. Vous voyez, non, c'est parfois extrêmement. Alors là, effectivement, c'est pas. Je travaille pas aujourd'hui. Hein, non. Là, c'est vraiment. Puis j'ai bien d'autres sujets comme ça. Hein. Dans la commande publique, ça n'a rien à voir. Hein, c'est autre chose. Mais par contre, mon travail intimiste, vraiment personnel, là, je travaille véritablement que lorsque j'ai quelque chose à dire. Mais c'est étonnant parce que c'est un peu la première fois qu'on entend. T'es pas le premier artiste qu'on a qui fait des 1% et qui fait des choses comme ça. Et c'est marrant parce qu'il y a vraiment. Tu sépares vraiment les deux. Et souvent, les artistes qu'on a qui font du 1%, pour eux, le 1% est une continuité d'échelle. Enfin, c'est juste peut-être leur travail dans des échelles plus grandes, mais c'est pas, il n'y a pas de séparation. Oui, ça peut être une possibilité, effectivement, d'arriver. Ça me paraît très difficile parce que la commande publique, à chaque fois, on a un lieu différent. On
on a comment ça, les gens qui vont pratiquer ce lieu où vous allez intervenir, ils peuvent être très différents. Ça peut être un lycée, ça peut être la place d'un village, ça peut être la place d'une ville, ça peut être, vous voyez, donc, à chaque fois, il y a un cahier des charges dans une commande publique. Hein, c'est par rapport à un public, par rapport au lieu aussi, il y a des techniques qu'on pourra pas utiliser. Donc, ça me paraît difficile à chaque fois de pouvoir amener son travail personnel, strictement personnel, dans la commande publique. Parfois, on y arrive. Hein, par exemple, quand à Béthune, la grande, le kiosque que j'ai fait, ça rentrait pour moi dans ce qu'on appelle les folies. Vous connaissez celle de la Villette. Et d'ailleurs, il y a une parenté. Alors là, je vous cache pas qu'effectivement, c'était les premières structures rouges. Vous voyez? Donc là, il y avait effectivement une influence, certainement, des folies de la Villette dans cette structure rouge de Béthune. Mais là, c'était pour moi. Alors, et une folie, justement, c'est comme les nymphées, c'est comme tout ça, les grottes. Les folies, c'était des architectures, sculptures de jardin, hein, de parcs. Donc là, j'ai pu le faire. Après, j'ai fait des choses plutôt. Ça m'est arrivé de faire pas mal de fois des petits amphithéâtres de plein air. Mais c'est pareil, ça rejoint les amphithéâtres de plein air de parcs. Hein, avec la possibilité c'est-à-dire de mettre en place des sculptures suffisamment neutres pour qu'on puisse faire de la danse, de la musique ou du théâtre, avec des passages obligés pour les acteurs, et puis des gradins pour pouvoir s'asseoir. Ça, je l'ai fait plusieurs fois. Oui. Mais après, moi, je pense que quand on a beaucoup de contraintes dans la commande publique, quoi. Et donc c'est pas évident d'amener vraiment son travail intime, quoi. On arrive tout doucement vers la fin de l'entretien. Ça va faire 1 heure qu'on est en train de discuter. Ouais. Est-ce que tu vois quelque chose qu'on aurait oublié d'aborder, peut-être qui te semble important quand il s'agit de ton métier et de un aspect peut-être que par ignorance, Marceau et moi, on a peut-être oublié d'aborder. Bah moi, je vois pas. Est-ce que tu as envie de dire du mal de certains régisseurs qui ont maltraité ton travail? Non, moi, s'il y a une chose que je tiens à dire. Moi, j'ai fait partie du syndicat des sculpteurs pendant de très nombreuses années et je représentais le Nord-Pas-de-Calais. Je suis sur la Picardie, le Nord-Pas-de-Calais. Et donc, je venais à Paris régulièrement, en réunion et tout le machin. On s'est battu pendant des dizaines d'années pour avoir le droit de monstration. Okay. Il existe depuis maintenant, je sais plus, 3 ans, 4 ans, comme ça. Pas longtemps. Je vais vous dire une chose, c'est un scoop. J'ai touché pour la première fois de ma vie le droit de monstration à Laon, cette année, au mois de décembre-janvier. Vous voyez ? Mais il a fallu attendre 60 ans pour y avoir droit. Et aller à Laon. Oui, alors là, parce que la mairie de Laon, ils sont au courant que ça existe. Oui. Mais il y a beaucoup d'endroits. Ils ouvrent des grands yeux comme ça. Et c'est quoi? C'est combien? C'est combien un droit de monstration? Là, c'était 1600, 1700, trucs comme ça. J'ai exposé presque 2 mois. Une exposition personnelle. Alors et puis en plus de ça, je vous cache pas non plus, c'est la première fois qu'on met à ma disposition un menuisier avec vraiment une scénographie de l'exposition que j'ai fait avec lui, mais qui était vraiment d'un très haut niveau, avec un système d'éclairage absolument parfait. Oui, première fois que je vois ça. J'ai participé à des tas d'expositions, de salons et tout le machin. Là, j'ai fait une exposition personnelle puisque je fêtais l'année dernière mes 80 ans. Donc, j'ai fait 5 expos personnelles en France, une près de Bordeaux. J'en ai fait une à Paris, dans l'orangerie du Sénat au Jardin du Luxembourg. Hein, où j'ai eu 9000 personnes qui sont passées pendant 10 jours. Et puis, j'ai exposé à Chauny, qui est ma ville natale. Mais là, j'ai mis 3 ans pour avoir la possibilité d'exposer à Chauny. Et Laon, ça a été assez rapide. Ça a été la dernière exposition. Et puis, j'ai fait une autre exposition dans le Perche.
Mais c'est pour vous dire que là, il y a vraiment, effectivement, il faut en parler. Il faut absolument exiger ce droit de monstration. Il n'y a pas de raison. Quand des musiciens jouent un petit air quelque part, on leur paye leur train, on leur paye le repas, on leur paye. Nous, on montre notre travail. Eux, ils montrent leur son, ils montrent leurs instruments et leur son. Nous, on montre aussi notre travail. Et c'est vrai que les gens, beaucoup de gens, pour eux, c'est impensable de réclamer ça, quoi. Voilà, c'est mon petit coup de gueule. C'est le... Dis-moi, je t'écoute. Je sais pas, tu t'allais sur... J'allais sur une conclusion, tranquillement. Est-ce qu'il y a un aspect que tu vas... Non, de savoir un conseil aux jeunes créateurs et créatrices de demain, à part manger des boîtes de conserve. Non, mais ça... Faites-vous payer. Faites-vous payer et manger. Bah oui, bah... Non, moi je pense que quand on a vraiment envie de faire ce boulot de peintre, de sculpteur, de mosaïste ou autre, moi je pense qu'il faut vraiment, ça se fait pas en un jour, c'est évident, il faut foncer. Faut être ouvert le plus possible, faut effectivement, faut pas rester dans son coin. C'est pas évident, hein, parce que le problème quand on quitte une école, on est tout seul, hein, pour la plupart, et surtout ceux de province. C'est vachement difficile. Donc, mais alors oui, il y a une chose quand même qui est positive. On va finir là-dessus. C'est que ce qui n'existait pas de mon temps, c'est toutes ces résidences. Maintenant, quand je vois, par l'intermédiaire de la Maison des Artistes, je vois toutes les résidences moi, ça n'existait absolument pas de mon temps. Et je connais plein de gens. Qui profitent effectivement. Quand je dis profite, c'est pas péjoratif, de ces résidences. Et ça, c'est fantastique. Donc voilà, oui, démerdez-vous pour aller dans les résidences, montrez vos dossiers, voilà, montrez ce que vous voulez faire. Très bien. On va finir là-dessus. Jacques-Victor André, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et puis à bientôt. Merci à vous aussi. Merci beaucoup pour votre écoute. Vous pourrez retrouver les actualités et travaux de Jacques-Victor sur Internet, principalement à travers le site de la galerie Garnier de la Porte, mais également sur son compte Instagram, @jacquesvictor.andré. Comme d'habitude, un grand merci à Cyril et ses équipes au Centre Pompidou qui nous accueillent et nous soutiennent dans ce projet. Un grand merci à Paul, notre monteur, mais également à Olivier Schloberg pour le générique. Pour suivre les actualités de Sans Titre, on vous invite à vous abonner à notre page Instagram @santtitre.cast. Vous y retrouverez toutes les actualités et informations des prochains lives à venir, mais également les rediffusions et les différents liens vers YouTube, Spotify, Deezer et compagnie. C'était Thibaut et Marceau. Bisous.